Maigrir est un processus antinaturel et non pas naturel. On dit que pour maigrir, il faut manger plus équilibré. Je ne suis pas d'accord avec cette proposition, car un équilibre, par définition, c'est quand les choses ne bougent pas. Un commerce équilibré, une entreprise équilibrée ne gagne pas d'argent, mais n'en perd pas non plus. Donc, si je vous équilibre au sens strict du terme, vous mangerez mieux, vous ne prendrez pas de poids, mais vous n'en perdrez pas non plus. Quelle que soit l'origine de la prise de poids, il y a toujours un dénominateur commun qu'on appelle l'insuline. L'insuline est une hormone sécrétée par notre pancréas quand on mange, et notamment du sucre. L'insuline a deux fonctions dans notre corps. Son premier rôle, c'est de faire baisser le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie, et son second rôle, c'est de stocker. L'insuline est une hormone de stockage. Maigrir et stabiliser sont deux contrats distincts. Je vous rappelle qu'un régime n'est pas un vaccin définitif contre le poids, et tant qu'on n'a pas compris que chaque kilo raconte une histoire, on reprend son poids. Manger moins, c'est un raisonnement de quantité, alors que c'est avant tout une question de métabolisme liée à notre constitution hormonale et génétique. En fait, pour perdre quelque chose, il va falloir dans un premier temps réduire, voire supprimer provisoirement quelque chose. Et à votre avis, que dois-je supprimer, les sucres rapides ou les sucres lents? Les deux, bien sûr. On supprime les sucres rapides et les sucres lents. Dès lors que je veux maigrir, je dois non seulement enlever ce qui me fait grossir, c'est-à-dire les sucres rapides et les graisses, mais je dois aussi enlever ce qui m'empêche de maigrir. Car ne plus manger ce qui fait grossir, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je ne grossis pas. Mais ne pas grossir, ce n'est pas maigrir pour autant. Je dois donc enlever ce qui m'empêche de maigrir. Une pomme, par exemple, ne fait pas grossir, ça tout le monde le sait. Mais une pomme, dans certains cas, peut empêcher la perte de poids. Une tranche de pain ne fait pas grossir, ça tout le monde le sait. Mais une tranche de pain peut, dans certains cas, empêcher de maigrir. Pourquoi? Parce que c'est du sucre. Et que pour vivre, chronologiquement, notre corps brûle d'abord ses sucres avant ses graisses. Car si nous étions capables de faire l'inverse, c'est-à-dire de brûler les graisses avant le sucre, personne n'aurait de problème de poids. Quand je perds du poids, je perds deux choses, de la graisse et du muscle. Mais quand je reprends du poids, je ne reprends qu'une chose, de la graisse, mais pas le muscle. Or, le muscle que j'ai perdu, c'est le moteur qui brûle mes calories. Alors, pour ne pas perdre du muscle, que doit-on faire? De l'exercice, bien sûr. Mais pour ne pas perdre du muscle, on doit aussi compenser par un apport adéquat de protéines. Au juste, qu'est-ce qu'un poids normal? Pour moi, un poids normal, c'est un poids avec lequel il n'y a plus de souffrance ni physique, ni psychologique. C'est le poids qui nous permet de nous habiller en fonction de ce qui nous plaît et non pas seulement en fonction de ce qui nous va. La première chose que je dis à mes patients lors de la première consultation, c'est qu'aucun régime n'est définitif, y compris le mien, bien sûr. Un régime n'est pas un vaccin définitif contre le poids. Il y a deux contrats différents, maigrir et stabiliser. Il s'agit de deux sortes de travail différents. J'insiste beaucoup sur cette notion de contrat. Parce que pour qu'il y ait une obligation de résultat, il faut qu'il y ait un contrat. Et pour qu'il y ait un contrat, il faut être deux parties, vous et moi. Tout seul, il n'y a pas de contrat. En général, mes patients remplissent bien le premier contrat, c'est-à-dire qu'ils viennent me voir pour perdre du poids. Ils ont tendance aussi à oublier le second contrat qui consiste à stabiliser. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'urgence est partie avec les kilos, ils auront d'autres préoccupations, d'autres priorités que leur poids.
régimes, il y en a beaucoup, alors pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Mal manger fait prendre du poids, ça tout le monde le sait. Par contre, bien manger n'en fait pas forcément perdre. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque fois qu'on veut perdre du poids, on nous fait toujours 3 propositions. Mangez moins, mangez mieux et faites du sport. Je suis médecin du sport, je ne peux que vous conseiller de faire de l'exercice physique. L'exercice physique est essentiel pour le maintien et la régulation de son poids. 1 kg de graisse, c'est quand même 9000 kcal. Et que pour brûler 1 kg de graisse, il faut courir 2 marathons et d'affilée. Mangez moins. Manger plus, manger moins, c'est un raisonnement de quantité. Évidemment, on ne maigrit pas en mangeant plus. Mais comment se fait-il qu'il y a des personnes qui mangent de tout, moi par exemple, et qui ne prennent jamais de poids, et d'autres personnes qui, le simple fait de passer à côté d'une pâtisserie, prennent 500 grammes? Ce n'est pas qu'une simple question de quantité, c'est davantage une question de métabolisme liée à notre constitution hormonale et génétique. Manger mieux. Et par manger mieux, on entend par manger plus équilibré, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord avec cette proposition, car un équilibre, par définition, c'est quand les choses ne bougent pas. Une entreprise équilibrée ne gagne pas d'argent, mais n'en perd pas. Un commerce équilibré ne gagne pas d'argent, mais n'en perd pas. Par conséquent, si je vous équilibre sur le plan strictement alimentaire, vous mangerez mieux, vous ne prendrez pas de poids, mais vous n'en perdrez pas non plus. L'équilibre, c'est l'objet du second contrat. C'est pour stabiliser, pour se maintenir qu'il faut manger équilibré. Pour perdre du poids, il va falloir supprimer quelque chose. Mais si je supprime quelque chose dans votre alimentation, je ne vous équilibre pas, mais je vais vous déséquilibrer exprès. Cette suppression ou cette réduction n'est acceptable que sous 2 conditions. Premièrement, il ne faut pas que ça soit dangereux. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un début et une fin. Un régime doit avoir une durée limitée. Un régime n'est pas à vie. Pour maigrir, que doit-on supprimer? Les sucres et les graisses, bien sûr. Aujourd'hui, on parle davantage d'indice glycémique. Les sucres à indice glycémique élevé, c'est-à-dire les bonbons, les gâteaux, le chocolat, les desserts. Et les sucres à indice glycémique faible, ce sont les féculents, le riz, les pâtes, les céréales. Sucre rapide ou sucre lent, indice glycémique élevé ou indice glycémique faible, c'est presque la même chose. Alors, que supprime-t-on? Le sucre rapide ou les sucres lents? Les deux, bien sûr. Dès lors que je veux maigrir, je dois non seulement enlever ce qui me fait grossir, les sucres rapides et les graisses, bien sûr, mais je dois aussi enlever tout ce qui pourrait m'empêcher de maigrir. Car ne pas grossir, ce n'est pas maigrir pour autant. Une pomme, par exemple, tout le monde le sait, ne fait pas grossir. Mais une pomme, dans certains cas, peut empêcher ou freiner la perte de poids. Une tranche de pain ne fait pas grossir, mais une tranche de pain peut aussi empêcher de maigrir. Pourquoi? Parce que ce sont des glucides et que pour vivre, notre corps brûle d'abord chronologiquement ces sucres, tous ces sucres, avant ces graisses. Car si nous étions capables de faire l'inverse, c'est-à-dire de brûler les graisses avant les sucres, croyez-moi, personne n'aurait des problèmes de poids. Le corps considère les sucres rapides et lents comme son compte courant à la banque. Et la graisse, il le considère comme son compte d'épargne. Tant qu'il existe un compte courant et que vous persistez à l'alimenter correctement, vous n'irez jamais chercher sur un compte d'épargne. En maigrir, par définition, c'est vivre sur ses réserves, vivre sur son épargne. Vous voyez donc que, vu sous cet angle, maigrir, ce n'est pas manger moins, manger mieux, manger plus équilibré ou même faire du sport. Mais c'est simplement supprimer donc les sucres rapides et lents et réduire les graisses. Maintenant, si on réduit considérablement ces sucres et ces graisses, on perd du poids. Mais quand on maigrit, on perd deux choses. On perd de la graisse et du muscle.
Par contre, quand on reprend du poids, on ne reprend qu'une chose. On reprend de la graisse, mais pas le muscle. Or, le muscle, c'est le moteur qui brûle nos calories. Donc, si on a moins de muscles après un régime, on brûlera moins. Et si on brûle moins, on stocke davantage. Mais n'oubliez pas que le cœur est aussi un muscle. Alors, pour ne pas perdre du muscle, qu'est-ce qu'on fait? On va compenser pendant le régime par un apport adéquat de protéines. Je dis bien compenser par un apport adéquat de protéines, car je ne veux pas parler de régime hyperprotéiné. Hyperprotéiné, c'est un mot que j'ai banni de mon langage de régime. Hyper, cela veut dire trop. Hypertension artérielle, c'est trop de tension. Hypercholestérolémie, c'est trop de cholestérol. Ce n'est pas parce que je prends de protéines que je suis obligatoirement hyperprotéiné. Ce n'est pas parce que je bois un verre de vin que je suis forcément alcoolique. On ne donne pas plus de protéines que le corps n'en a vraiment besoin. Les régimes protéinés suscitent souvent une controverse, mais je ne vois pas vraiment pour quelle raison. Alors qu'il n'y a que 3 sources d'énergie: glucides, les sucres rapides et lents, lipides, les matières grasses, et les protéines. Je veux perdre la graisse, donc j'enlève les lipides. C'est logique. Il me reste donc les glucides et les protéines. J'enlève les sucres rapides, j'enlève les sucres lents, il ne me reste plus que les protéines. Maintenant, si on ne veut pas faire de régime protéiné, c'est pas grave. On enlève les protéines, mais dans ce cas, il ne reste plus rien, on fait la grève de la faim. Vous voyez que si je vous parle de régime protéiné, c'est par soustraction de glucides et de lipides que le régime est protéiné. Mais il n'est pas protéiné pour être protéiné et encore moins pour être hyperprotéiné. D'ailleurs, qu'est-ce qui est fait de protéines dans notre corps? Absolument tout ce qui est vital dans notre corps est fait de protéines. Tous les organes vitaux, mais aussi la peau, les yeux, les cheveux, les hormones, les enzymes, le sang, le système immunitaire, tout ce qui est vital, absolument tout ce qui est vital est fait de protéines. Par conséquent, si on porte atteinte à ce qui est vital durant un régime, on se dévitalise. Alors pour ne pas se dévitaliser, on va donc compenser par un apport adéquat de protéines. Chaque fois qu'on parle de régime protéiné, on entend souvent cette réflexion. Oui, mais si on arrête, on reprend 6 kilos et encore plus. Évidemment, un régime n'est pas un vaccin définitif contre le poids. Le rôle d'un pompier, par exemple, c'est d'éteindre l'incendie, mais on ne lui demande pas de reconstruire la maison. Et tant qu'on n'a pas compris que chaque kilo raconte une histoire, que chaque kilo a une histoire, on reprend son poids. Chez la femme, il y a 2 histoires. D'abord, son histoire hormonale, la puberté, la pilule, la grossesse, la ménopause. Mais il y a aussi l'histoire de la vie. On prend souvent du poids dans des périodes de déplaisir, davantage que dans des périodes de plaisir. Lorsque le plaisir et le moral sont en haut, le poids se retrouve en bas. Mais lorsque le plaisir et le moral sont en bas, le poids monte, parce qu'on mange nos émotions. D'ailleurs, comment appelle-t-on le goût sucré en anglais? Sweet, la douceur. Un enfant qui pleure, on ne lui donne pas un bout de saucisson, mais une douceur, un bout de chocolat. Quelle différence y a-t-il entre le plaisir et le besoin? Vous m'offrez une boîte de chocolat, je mange 1, 2, puis je range la boîte et j'en garde un bon souvenir. Ça, c'est du plaisir. Mais si vous m'offrez la même boîte de chocolat, je mange 1, 2, 3, 4 et je termine la boîte. J'ai satisfait un besoin. C'est une satisfaction de courte durée parce qu'après, je m'en veux. Mais de quoi avais-je besoin? De chocolat ou d'autre chose? Certainement d'autre chose.
Pourquoi ce régime plutôt qu'un autre? On sait aujourd'hui que quelle que soit l'origine de la prise de poids, il y a toujours un dénominateur commun qu'on appelle l'insuline. L'insuline est une hormone que fabrique notre pancréas quand on mange, et notamment du sucre. L'insuline a deux fonctions dans notre corps. Son premier rôle, c'est de baisser le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire baisser la glycémie. Et son deuxième rôle, c'est de stocker. L'insuline est une hormone de stockage. On dit que l'insuline est une hormone de la lipogenèse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je mange par exemple 3 carrés de chocolat. Mon pancréas va fabriquer la quantité exacte et adéquate d'insuline qui va baisser ma glycémie à un niveau normal et on n'en parle plus. On n'en parle plus, ça veut dire que je ne prends pas de poids et je n'ai pas faim. La personne qui a tendance à prendre du poids, lorsqu'elle va manger donc la même tablette de chocolat que moi, son pancréas va fabriquer plus d'insuline qu'il ne lui faut. Résultat, sa glycémie ne sera pas ramenée à un niveau normal, mais en négatif. Donc la personne aura des besoins de sucre, elle aura faim. En même temps, comme elle a fait trop d'insuline et que cette insuline reste dans son corps, cette insuline va remplir son second rôle, c'est-à-dire de stocker. Tout ce qu'elle mange va se stocker. On dit que tout ce qu'elle mange lui profite. Cette personne a un pancréas qui fonctionne comme une chaudière ou un moteur qui s'emballe. Un moteur qui s'emballe, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de l'alimenter, on l'éteint, on laisse se reposer, on le règle. Une fois qu'il est bien réglé, on le fait repartir et il marchera mieux. C'est donc exactement la même chose que je vous propose de faire avec ce régime. Quand on fait un régime, on oublie toujours une chose, que maigrir est un processus antinaturel et non pas naturel. Quelles sont les personnes autour de nous qui maigrissent spontanément sans faire de régime? Les personnes très âgées, les personnes très malades ou les personnes qui font une grosse dépression nerveuse. Donc, si maigrir est un processus antinaturel, à l'inverse, on peut penser que reprendre quelques kilos après une perte de poids, c'est un processus normal. Ce n'est pas forcément un yo-yo. Si on perd 10 kilos et qu'on reprend tout de suite 10 kilos, ça c'est un yo-yo. Mais si on perd 10 kilos et qu'on reprend 2 kilos, 3 kilos dans l'année, c'est un phénomène normal. Il suffit de refaire un régime une fois par an. Quelle que soit la culture, quelle que soit la tradition, il y a toujours une notion de jeûne périodique. Et ce jeûne ne concerne pas forcément les personnes qui sont en surpoids. Au juste, qu'est-ce qu'un poids normal? Pour moi, un poids normal, c'est un poids avec lequel il n'y a plus de souffrance, ni physique, ni psychologique. Le poids qui permet de porter des habits en fonction de ce qui nous plaît et non pas en fonction de ce qui nous va. Et c'est tout. Maigrir n'est pas une finalité en soi. Ce n'est pas parce que je suis mince que je suis heureux et ce n'est pas parce que je suis en surpoids que je dois être malheureux. Maigrir, c'est entreprendre un travail pour avancer dans notre vie. En effet, lorsque le poids devient le problème majeur de notre vie, il occupe toute la place et renvoie tous nos autres projets en attente dans un futur incertain. Des projets des plus simples aux plus compliqués. J'irai faire du sport quand j'aurai minci, j'irai à la piscine quand j'aurai minci, je m'achèterai ce petit tailleur ou cette jolie petite robe quand j'aurai minci. Mais le problème, c'est que je n'ai toujours pas minci. Et si on pousse le raisonnement à l'extrême, je vais m'aimer ou je vais m'accepter quand j'aurai minci. Je raisonne en boucle, je fonctionne comme un disque rayé, comme un film que l'on repasse sans cesse. Maigrir, c'est entreprendre un travail pour se sortir de ce cercle vicieux.
Maintenant que vous avez bien minci, nous allons pouvoir enfin aborder la stabilisation. C'est sans doute la partie la plus intéressante. Mais n'oubliez jamais que le régime n'est pas définitif. La stabilisation comporte deux volets. Le premier volet, c'est le quotidien, l'ordinaire. Et le second volet, c'est la gestion des écarts. Dans la stabilisation, on revient sur la notion de régime équilibré. Un équilibre, c'est quand les choses ne bougent pas. Donc avec un régime équilibré, on ne perdait pas de poids, mais avec une diététique équilibrée, on ne doit pas reprendre du poids non plus. Dans la phase de maintien, je conseille quand même de dissocier au quotidien les glucides et les lipides, c'est-à-dire les sucres et les graisses. Les sucres font grossir, les graisses font grossir, on les sépare. Dans une classe, lorsque j'ai deux élèves turbulents, je les sépare. Ici, on les a exclus de la classe et lorsqu'on les met ensemble, on les tient éloignés l'un de l'autre. Comme ça, on ne risque pas de reprendre du poids. Le second volet, c'est la gestion des écarts. Si je dois me stabiliser à vie en ne mangeant que 3 petits pois puis un haricot vert, c'est trop triste et je ne pourrai jamais stabiliser. La première notion que l'on réintroduit, c'est la notion de plaisir. Et sans écart, il n'y a pas de plaisir possible. Aucun équilibre dans notre vie ne peut être obtenu et maintenu durablement sans le plaisir. Dans un travail, s'il n'y a pas de plaisir, on arrête. Dans un couple, s'il n'y a pas de plaisir, on se pose des questions. Il faut distinguer deux sortes d'écarts. D'un côté, les petits écarts qu'on n'a pas à rattraper, et de l'autre côté, les gros écarts qu'il faut rattraper. La prise de poids est la conséquence de mauvaises habitudes et non pas d'un écart ponctuel. Qu'est-ce qu'un petit écart? Un petit écart, c'est par exemple quand je sors un soir pour aller au cinéma ou pour voir une pièce de théâtre ou écouter un concert, je ne dispose que d'une petite heure pour manger. Dans ce cas-là, je ne vais pas choisir un grand restaurant gastronomique, mais un restaurant ordinaire. Dans un restaurant, qu'est-ce que je ne peux pas éviter? Le gras, parce que ce n'est pas moi qui cuisine. Mais qu'est-ce que je peux facilement éviter? Les sucres, le pain, les pâtes et les desserts. S'il y a un tout petit verre de vin, je me l'accorde. Le sentiment de n'avoir pas exagéré fait de l'écart un petit écart. Dans ce cas-là, je n'ai pas à rattraper systématiquement cet écart. Par contre, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je vais dans un grand restaurant que j'aime beaucoup et dans ce cas, je mange ce que je veux. Je prends une entrée, c'est peut-être du foie gras, je vais prendre un plat en sauce, je vais prendre donc des féculents, le dessert, le fromage, je bois du vin, je mange du pain. J'ai le droit, bien sûr que j'ai le droit. J'ai fait un gros écart, simplement. Le lendemain, je peux gommer cet écart en refaisant qu'une journée et une seule sans sucre. Car je ne cherche pas à maigrir, je cherche simplement à empêcher la graisse de se fixer. La graisse ne peut rentrer dans la cellule de graisse et s'y installer que s'il y a une petite clé qui ouvre la cellule. La petite clé, c'est l'insuline. Or, l'insuline n'est fabriquée que si je mange du sucre. Donc, si le lendemain d'un gros écart, je ne mange pas de sucre, la sécrétion d'insuline sera très faible et dans ce cas-là, il n'y a pas de petite clé et la graisse ne sera pas fixée. Et malgré tout ça, le lendemain d'un gros écart, je risque quand même de prendre 1 kg. C'est très énervant. Je me dis qu'en un repas, je prends 1 kg alors que je mets une semaine pour perdre 1 kg. En un repas, je reprends ce kilo. Ce n'est pas juste, ce régime ne marche pas puisque je fais le yo-yo. Rassurez-vous, ce n'est pas 1 kg de graisse, car de la même façon que vous n'êtes pas capable de perdre 1 kg de graisse par jour, vous ne pouvez pas prendre 1 kg de graisse par jour non plus. 1 kg de graisse, n'oubliez pas, c'est 9000 calories. Or, une femme mange en moyenne que 2000 calories par jour. Comment pouvez-vous, en un repas, manger presque 4 à 5 jours de repas? Ce n'est pas possible. Et même si vous êtes capable de le faire, votre corps, lui, n'est pas capable d'assimiler tout ça. Alors, à quoi correspond ce kilo de graisse? Il correspond au poids du repas que je n'ai pas encore éliminé et à la rétention d'eau, à l'eau que j'absorbe pour digérer ce repas. Vous savez, quand on mange une tranche de jambon ou quand on mange un œuf, on ne boit pas 1 litre d'eau
Par contre, quand on fait un gros repas, on pourra beaucoup plus de liquide pour digérer ce repas. L'eau, c'est l'aliment fondamental de la digestion. Le poids du repas, c'est l'entrée, c'est 100 grammes, 150 grammes. Le plat, la viande, c'est 200 grammes, on est déjà à 350 grammes. Les légumes, les féculents, on va être à 200 grammes, on est déjà à 550 grammes. Le pain, le dessert, plus les liquides, c'est normal qu'on prend 1 kilo le lendemain d'un tel écart. C'est pas dramatique, c'est pas de la graisse. Il suffit simplement de refaire une journée de régime protéiné sans sucre, ni rapide ni lent. Se nourrir est un acte essentiel de notre vie. C'est un des actes les plus essentiels de notre vie. Manger doit être un acte conscient et non pas un acte inconscient ou automatique. On ne mange jamais debout et froid dans la cuisine, car je n'arriverai jamais à satiété. Je ne mange pas en faisant plusieurs choses en même temps. Je ne me sers pas et puis je ne mets pas devant la télévision, ou je ne me sers pas à manger, puis je vais sur l'ordinateur et je reviens ensuite manger, car dans ce cas-là, je ne sais pas où est-ce que j'en suis, je ne sais pas ce que je mangeais. Je mangeais de manière automatique et inconsciente. Dans une soirée, dans une réception, quand on nous sert des petits canapés, des petits fours, je suis capable de manger jusqu'à 15 à 20 pièces. Quand je sors de la réception, je me pose toujours la question, est-ce que je vais souper ou pas? Car je n'ai pas l'impression que j'ai mangé. Le repas est un temps privilégié de notre vie. Les réflexions entendues. Un régime est un projet personnel et non public. Dans la vie, il y a 3 sujets sur lesquels tout le monde croit avoir raison. La politique, la religion et les régimes. Croire en quelque chose ou croire à des idées est une affaire strictement personnelle. Sachez faire la part entre ceux qui veulent vous encourager et ceux qui veulent vous décourager. Le mieux, c'est de faire abstraction de tout ce qu'on pourrait vous dire. Évitons les sujets qui fâchent. Voici en vrac les questions que vous entendrez inévitablement. Oui, mais si tu arrêtes, tu vas tout reprendre. Merci pour l'information, un régime n'est pas un vaccin contre le poids. Je connais quelqu'un qui a fait ce régime et qui a tout repris. Et alors? Je connais aussi des gens qui ont fait ce régime et qui n'ont jamais repris. Dans un cas comme dans l'autre, ça ne veut rien dire. Si la personne a repris du poids, ce n'est pas à cause du régime. Et si la personne n'a pas repris du poids, ce n'est pas grâce au régime. C'est grâce au fait qu'elle a su changer son comportement alimentaire. Il faut rechercher les raisons de la reprise du poids, non pas dans le régime, mais dans le déroulement de sa vie. Un désordre alimentaire reflète généralement un désordre dans la vie. Si tu perds vite, tu vas reprendre encore plus vite. Sincèrement, il faut être naïf pour croire que si on perd lentement, on va reprendre lentement. C'est archi faux. Si vous remangez absolument comme avant, vous reprendrez votre poids comme avant. Qu'y a-t-il d'illogique dans tout ça? Si quelqu'un a le secret d'un régime définitif, qu'il nous le dise ou qu'il nous l'écrive de suite. Comme ça, on gagnerait du temps, n'est-ce pas? C'est complètement déséquilibré comme régime. Ben oui, effectivement, ça l'est. Car si c'est équilibré, on ne m'écrirait pas. Un équilibre, c'est quand les choses ne bougent pas. Il est bizarre ton régime. Pourtant, les fruits, ça ne fait pas grossir. Je n'ai jamais dit que les fruits font grossir. J'ai dit que dans certains cas, ils empêchent de maigrir. Ce n'est pas la même chose. Allez, bon, pour une fois, tu ne vas pas grossir. Effectivement, pendant un régime, quand on fait un écart, on ne va pas grossir, c'est vrai. Mais par contre, on va bloquer l'amaigrissement pendant 2 à 3 jours. Donc, c'est à vous de voir. Arrête de maigrir, tu es très bien comme ça. Que vous soyez très bien comme ça ou pas, c'est à vous seul d'en décider, à personne d'autre que vous. Je suis né au Vietnam. Très tôt, je suis arrivé en France où j'ai grandi, où j'ai étudié. Ces 2 cultures m'ont profondément modelé et m'ont certainement incité
à appréhender la vie sous des angles multiples et différents. Je pense que la réalité peut être parfois différente selon la référence dans laquelle on se situe. Cela explique en partie ma méfiance envers les idées toutes faites et les préjugés. L'écoute avec attention de mes patients m'a ensuite permis de faire la part entre la parole et les discours. Je suis médecin, diplômé de la faculté de médecine de Paris. J'ai passé ma thèse sur les maladies du côlon. J'ai obtenu une médaille de thèse pour ce travail. J'ai exercé comme médecin généraliste, mais très tôt je me suis intéressé à la nutrition et aux problèmes de poids, car dans cette discipline, les dimensions physiques et psychologiques sont indissociables, un peu comme le yin et le yang. Je donne régulièrement des conférences dans de nombreux pays. J'ai écrit plusieurs ouvrages. J'ai aussi créé un autre site internet qui s'appelle Santé la vie et qui est dédié non pas à la perte de poids, mais à la place que devrait occuper la nutrition dans notre vie. Je suis également médecin du sport et j'ai pratiqué moi-même beaucoup de sports. J'aime skier. La neige, la montagne et la vitesse procurent un sentiment de liberté. Le sport que j'ai le plus pratiqué, c'est la boxe. La boxe sous toutes ses formes. En fait, au début, c'est en soignant les sportifs en général et les boxeurs en particulier que j'ai compris l'importance des protéines dans les régimes amaigrissants. Un sportif doit perdre du poids, mais pas ses muscles. Les sports de combat ne cautionnent pas la violence, au contraire, ils permettent de canaliser son énergie pour mieux se maîtriser en toutes circonstances. La boxe m'a aussi appris que je ne gagnerai pas tous les combats, mais que ce n'est pas une raison pour renoncer. Et quelle qu'en soit l'issue, l'important c'est d'agir, agir pour ne pas subir. Car avancer et ne jamais abandonner, c'est déjà une victoire en soi. Quant à ma vie privée, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Je pense que personne n'a la mission de changer le monde, mais je pense aussi que chacun à son modeste niveau peut apporter une pierre à ce grand édifice qu'est la vie. C'est ainsi que j'ai fondé, en 1992, l'association Swan, les enfants de l'avenir, qui a pour but de venir en aide aux enfants déshérités et aux orphelins du Vietnam, mon pays d'origine.